On comptait les mètres en faisant des pas. Et tout à coup, sur la gauche, un peu en haut, à la lisière du bois, la maison en question. Sans prendre de précaution, on s'est mis à courir dans sa direction. Et en arrivant à la porte, sans avoir besoin de frapper, elle s'est ouverte toute seule. La vrille est rentrée le premier. J'ai entendu les premières voix. J'ai reconnu tout de suite celle du vieux. Puis je suis rentré aussi. Tous les copains étaient là. Pas la peine de réfléchir. On s'était gouré. Eux avaient bien trouvé la camionnette sur la route. Le temps pressait. On n'a pas eu ni à mettre les pieds sous la table, ni à bouffer un bout de pain. Le vieux dit maintenant en route. On verra ça plus tard. Et la petite troupe est partie. Lui, il ouvrait la marche. Moi, je la fermais. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est précipité. J'ai le sentiment encore aujourd'hui de ne pouvoir poser mes pieds qu'avec beaucoup de difficulté. La terre, ce n'était plus la terre. Ça filochait. Tout ce que je sais, c'est que je faisais des bonds à droite et à gauche dans ma tête. Je repensais à Lavry, à ce qu'il avait fait. Le même Lavry que je pensais avoir pris pour un tendre, un doux, s'était révélé être une brute. Ne me disais pas qu'il aurait mieux valu attendre le retour du deuxième soldat et rester là comme des cons, mais à partir du moment où nous n'avions pas fait demi-tour, lui et moi, où moi j'avais commis une erreur, une petite erreur, et lui en avait commis une grosse qu'il avait rapidement rattrapée. J'avais été incapable de penser dans le fossé à ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait faire, la minuscule chance qu'on pouvait encore saisir. Alors que lui, très naturellement, comme s'il avait été depuis longtemps préparé, son coup de la cigarette qu'il roulait dans un bout de papier journal, maintenant je le voyais. L'autre type aurait dû comprendre. Les gestes qu'il faisait pour chercher ses allumettes, pour me demander, millimètre par millimètre, qui grignotait sur le terrain qui nous séparait entre la sentinelle et ses mains. Des mains pas grosses, un peu allongées. Et ce qu'il avait fait avec ses talons, sans que l'autre ait pu tirer un coup de flingue. La vitesse et moi, ça faisait vraiment un couple impossible. Il fallait que les choses soient lentes. Et que très souvent même je m'explique. Alors que lui avait pu si rapidement laisser sa pensée complètement débridée dans toute la puissance qui brutalement s'exprimait à travers tout son corps. Dans le noir, je crois que je voyais ses yeux. Des yeux de type calme et satisfait de ce qu'il était en train de faire. Et bien maintenant qu'il marchait devant moi, l'avant-dernier, un peu comme si nous avions décidé de ne pas nous quitter. Comme si peut-être il avait pris en charge ce qui en moi ne pouvait pas se mettre à fonctionner. Pas une seconde je ne regrettais de me trouver là, mais je sentais le piège se refermer, les deux grosses mâchoires qui... J'avais l'impression que les efforts faits les 2 années précédentes, tous mes efforts étaient à l'eau. Les élongations, les mouvements d'assouplissement, j'avais tout perdu. Je marchais comme un vieux de 90 berges qui sent que dans quelques mètres il va craquer, il va lâcher. Je marchais en abandonné. De temps en temps, Lavry se retournait. Il me faisait un coup d'œil. Quand il parlait, rarement, mais ça lui arrivait au bateau, à la péniche, il tordait sa gueule sur le côté et les mots sortaient mal. Il mastiquait tout le temps sa langue.
Alors là, en se tournant, mais sans parler, après le clin d'œil, la même grimace, mais des mots muets qu'il articulait, des mots très salivés. Puis il filait un coup d'épaule et rejoignait un peu les autres. Alors je trottinais derrière lui. J'étais devenu un petit clébard. À un endroit convenu, on a retrouvé un autre petit groupe, armé jusqu'aux dents. Doublement armé. Le double, c'était pour nous. Chacun a touché son arme. Il y avait un pétard. Comme tous les autres s'étaient précipités vers les mitraillettes, moi j'ai ramassé le flingue. Le vieux m'a dit de le garder à la main. Et puis on a suivi le petit groupe. Lavry était vraiment à son affaire. Il se retournait non pas pour voir seulement si moi je suivais, mais pour regarder si quelqu'un nous suivait. Ses oreilles avaient 3 mètres de long. Elles étaient devenues pointues. Des vrais radars. Le doigt sur la gâchette. Sans avoir eu besoin d'avoir la recommandation de retirer le cran d'arrêt, il était prêt. Le petit bouton rouge lui montrait que il n'avait qu'à appuyer d'un dixième de millimètre et la décharge allait partir. Moi, je me faisais tellement chier avec mon flingue à la main que de temps en temps, je le foutais dans ma poche. Lavry, plusieurs fois, en voyant que j'avais les mains nues, a secoué sa mitraillette. Alors je replongeais ma main dans la fouille. J'avais un mal de chien à sortir ce gros pétard. J'avais même pas essayé de voir comment il était fait, si le cran d'arrêt était mis ou pas. Je le reprenais dans ma main, je le mettais dans ma main gauche, puis dans ma main droite. Je le regardais. Il devenait tiède petit à petit vers la crosse. À un endroit, il a fallu s'arrêter plus longuement. J'ai compris après qu'il fallait traverser une route goudronnée. Et derrière la route goudronnée, c'était vraiment la forêt très épaisse. On avait laissé dans notre dos le Doubs qui coulait. J'avais pas faim. Lavry, lui, de temps en temps, quand il se retournait, il faisait marcher ses mandibules. Il me montrait qu'il commençait à avoir les crocs. Il s'énervait pas. La bonne position, pour le flingue, c'est le vieux qui me l'a montré. Il m'a fait rentrer ma veste de bleu dans mon froc, puis il a glissé le pétard dans la ceinture, à la hauteur du nombril. Puis il m'a dit, tu laisses dépasser la crosse. Si ça t'emmerde de marcher avec, laisse ta main sur la ceinture. Il semblait que dans ses yeux, il avait compris que le type qui traînait, sur les 5, le poids, c'était moi. J'avais envie un peu de m'excuser. On a enjambé la route un par un. L'exemple était donné par les autres. Ils traversaient ça en étant courbés presque à ras de terre. J'ai eu envie d'être non seulement le dernier à la passer, mais quelques secondes, de les laisser filer, de laisser entre eux et moi le gros ruban noir. Pas du tout de sortir le pétard et de me flinguer, mais de poser le revolver par terre, de le recouvrir un peu de terre, mettre un petit bout de bois dessus, comme une tombe, et de rester à côté, sans faire demi-tour, sans rien. C'est Lavry qui a lancé l'appel. Un léger petit coup de sifflet entre ses dents. Ça m'a secoué. J'ai pris le flingue dans la main et j'ai sauté sur la route. Comme eux, j'ai pris exactement la même pose. Je me suis couché. J'ai manqué de tomber. Mes pieds, je les levais plus. Je les traînais. J'étais un peu comme le petit poucet, je laissais des traces derrière. Là, ça a recommencé, mais tout à fait en paquet. On pouvait parler, paraît-il, pas trop fort, mais parler, sans chuchoter. On était chez nous, chez les nôtres. Jamais je me suis senti chez moi, mais dans la forêt, une forêt qui était extrêmement épaisse. Seul le petit sentier nous montrait qu'il était assez souvent parcouru. Lavry trouvait que c'était lent, que c'était long. Il s'est mis, non pas à se confesser, mais
à me dire qu'il avait trouvé qu'il aimait ça. Il s'en était payé un, il était prêt à s'en payer d'autres. Et puis pour terminer, il m'a dit, on se lâche pas. Malheureusement, on se lâchait pas. Dans le camp, bien serré au milieu des bois. Exactement comme si on avait eu un énorme édredon autour de nous. Les feuilles sèches et gelées, c'était comme des plumes, sèches et gelées. Personne ne devait faire de feu. Moi, je me sentais le vieux là-dedans. Ils se sont mis à roupiller comme des anges. La tête sur le côté. Ils avaient retrouvé une poupée. Le canon de la mitraillette près de l'oreille. Avec toute l'imprudence de leurs mains. La petite boule rouge qui était là. Comme un bout de cigarette qui brûlait. Lavry, lui, s'était assis. Moi aussi. Je me mettais à prendre ses pauses. Il tenait la mitraillette entre ses jambes, le canon en l'air, les deux mains en haut de la crosse, le doigt prêt. Alors j'ai gardé mon pétard, et à deux mains je tenais aussi la crosse, mais sans avoir passé l'index dans la gâchette. Et il m'a dit, on peut parler? À quoi tu penses? Alors je lui ai dit, moi je pensais à rien. Et lui il m'a dit, moi aussi je crois que je pensais à rien, mais je peux pas rester sans me demander quand est-ce que ça va commencer. Tu crois qu'on nous attaque ou que c'est eux qui nous attaquent? Ah, c'était un mot que je connaissais pas. Attaquer, même au boxing, j'attaquais pas, on n'attaquait pas. On se battait. Alors je lui ai dit ça. J'ai pris le mot battre comme un radeau. Je lui ai dit on se battra. Elle m'a dit oui mais se battre, on peut se battre de deux façons. Se battre et se défendre, et puis se battre et attaquer. Moi je suis pour l'attaque. J'ai compris ça cette nuit. Se dégonfler ou pas se dégonfler, tu vois, je crois que ça veut rien dire, Fredo. Ce qu'il faut, c'est seulement prendre l'attaque. Alors sans arrêt. Et maintenant, même quand je vais roupiller, je suis sûr que je vais roupiller en attaquant. Je vais attaquer le roupillon. Moi, je rêve aussi un peu et je vais attaquer les rêves. Puis je vais attaquer la bouffe. Je commence à voir les crocs. Puis je vais attaquer la forêt. Tu verras, tu feras ce que je fais. On va être volontaire. Premier coup dur, on se porte. On n'est pas resté longtemps sans l'alerte. On nous a réunis, on a connu les autres. On a, comme on dit, sympathisé. Tour à tour, il y avait une cigarette qui circulait. On était une dizaine, une douzaine. On nous avait prévenu qu'il y avait d'autres gars pas très loin, qu'on finirait par les rencontrer, mais qu'on les rencontrait qu'au moment voulu. Et le moment voulu, Lavry, il a compris tout de suite, il a dit à l'attaque. Et il y a un des gars qui était avec nous, qui devait être le chef du petit groupe. Le vieux s'étant mis complètement sous ses ordres, le chef a dit, ouais, c'est ça. Puis ça va pas tarder. C'est dans la soirée que quelque chose s'est décidé. Moi, j'avais les oreilles complètement bouchées. Lavry, lui, il me semblait que c'était non seulement parce qu'elles étaient devenues très grandes, mais un immense trou avec dans le fond une membrane d'une extrême sensibilité. Le moindre petit craquement, les oiseaux qui venaient, qui avaient fini sans doute par connaître le camp et savoir que là, il y avait des petites miettes à bouffer, des corbeaux qui venaient aussi pour bouffer les restants. Les ailes, quand elles claquaient extrêmement légèrement, le faisaient sursauter, mais pas sursauter dans la peur, sursauter immédiatement dans son affaire. Il me balançait un léger coup de coude et il tendait la tête dans la direction. Alors je relevais la tête.
J'étais le premier à voir le piaf. Lui n'avait pas la tête en l'air. C'était pas par au-dessus de nos têtes que ça devait venir, mais à ras de terre. Et c'est le soir, comme je l'ai dit, que quelque chose est venu. J'ai vu le vieux avec l'autre gars, qui s'appelait Michel, qui discutait. Michel, c'était un énorme type, dans le genre des bouchers qu'on voit dans les abattoirs. J'ai jamais vu un de ces abatteurs de bestioles faire moins d'1,80 m. Des types à la gueule très rouge, au lobe écarlate, qui me dégoûtaient quand, quelquefois, j'allais chercher, rue de la Mairie, là où il y avait l'abattoir, la petite fiole de sang pour la vieille. Premier jour où je suis arrivé, l'oncle n'était pas là. C'est lui qui avait promis de charger du ravitaillement en résineux. Le toubib avait décidé que il n'y avait pas de médicaments à l'époque, seulement la creusette qui filait un ulcère à la vieille à l'estomac, qu'en plus du lait qu'elle devait se taper, le plus possible, le sang des chevaux ou le sang des vaches, mais surtout des chevaux, c'était un abattoir à chevaux. Le sang des chevaux, c'était bon. Alors dans une petite fiole à sirop, vide, il avait dit qu'il fallait aller aux abattoirs. Il avait fait un papier, donner tous les jours la petite bouteille de sang. Et moi je connaissais l'abattoir et le lendemain matin, l'oncle s'est pas présenté à la cave. On m'a envoyé le chercher dans la petite piole qu'il avait là-haut sous les toits. L'oncle n'était pas là, il n'était pas rentré de la nuit, il avait bouffé la consigne. Le vieux s'est boré gratté, la grand-mère, elle, pouvait pas aller à l'abattoir, elle avait peur. Alors la vieille dit, oh bah c'est rien, demain, Édouard il ira. Et à la fois intrigué, excité, affolé, parce que pouvait être un abattoir. J'en avais entendu parler. J'avais vu une image en même temps que j'en avais entendu parler. Les bêtes qui arrivaient dans des camions, ou bien qui suivaient les unes derrière les autres, un charretier qui claquait son fouet. Les bêtes qui passaient devant chez nous en arrivant de Chartres ou d'ailleurs. Des bêtes qui marchaient à un pas très lent, fatiguées, qui se dirigeaient vers la rue de la Mairie, pas très loin de l'église. Je savais qu'elle rentrait là-dedans en marchant, et quand on les revoyait, c'était complètement déplumé, sans la tête, les pattes arrière en l'air, retenues par deux énormes crochets et tout le bide ouvert, vidé des tripes. Et sur la boucherie, il y avait, au-dessus, une grosse tête de cheval qui ricanait, toute dorée. L'abattoir, c'était donc ça, une transformation d'un cheval. D'un cheval avec ses poils et d'un cheval qui restait sans ses poils. D'un cheval qui était chaud, qui marchait avec des gros naseaux qui crachaient des nuages de brouillard. Et ensuite des morceaux de bidoche qui rentraient dans mon assiette, qu'on déroulait d'un bout de paplard. Alors j'ai pris la petite fiole, puis je me suis taillé dans la direction des rues de la Mairie. Et là-bas, j'avais retrouvé l'abattoir tout de suite, avec sa grande porte, son grand portail en fer. Et là, comme dans toutes les usines, il y avait un gardien. J'ai présenté le papier que j'avais, puis dans l'autre main, j'ai montré la petite bouteille. Le gars, il a lu, puis il m'a dit, bon ben, tu vois, tu vas aller là-bas, tout à fait dans le fond. C'est là. Tu vas dire que je suis d'accord. Tu vas donner ta petite bouteille à un homme. Il va te la remplir. Puis tu reviendras demain. C'est ta mère qui est malade. Alors je n'avais pas répondu. Il me parlait encore quand déjà j'allais dans le fond. Je traversais la cour, une cour toute pavée, avec du crottin. Un type avec une brouette et une pelle qui essayait de ramasser ça. Et quelques piafs qui picoraient là-dessus.
devant un grand bâtiment. Je me suis arrêté. Et puis, j'ai poussé une porte. Ce que j'ai tout de suite eu en pleine gueule, c'est l'odeur. Une odeur extrêmement particulière, inconnue. J'ai pas pu comprendre que c'était des litres et des litres de sang qui coulaient dans une toute petite rigole, qui était à l'origine de cette odeur-là. Et après l'odeur, ou bien j'ai ouvert les yeux parce que je les avais fermés, ou bien j'ai vu, alors que je ne voyais pas. Là aussi dans le fond, des bourrins par terre. Alors je ne pourrais pas m'arracher les yeux de ça. Il n'y avait pas d'homme tout de suite là dans l'immédiat autour de moi. Impossible d'avancer, bien sûr. J'arrivais pas à détacher mes yeux. Bouger encore un peu. Il y en avait 4. D'Orouin qui n'arrivaient pas à se calmer. Et les hommes qui tournaient autour. Puis qui ensuite l'ont retourné, d'un côté puis de l'autre. Qui chantaient des grands coups de sabot. Ces derniers coups de sabot. Coups de sabot dans le vide. C'était fini. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû tourner un peu la tête. Et j'ai vu d'autres bourrins qui leur tournaient le dos. Autour du cou, il y avait une corde qui les tenait très serrés à un énorme anneau. Des bourrins qui ne bougeaient pas. Pas plus la queue que la crinière. Des bourrins qui n'étaient pas encore par terre. Et j'ai vu le sang. Et quand j'ai vu le sang, il y a un des bouchers qui m'a vu, tout au bout. Il est venu vers moi, puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Alors j'avais ma fiole à la main et pour parler, pour répondre, je lui ai tendu. Il l'a pris et je suppose que quand un type vient de tuer une bestiole, il y a un petit moment de vide. Alors il l'a tourné dans ses pognes, des pognes qui avaient déjà du sang. Des grands tabliers bleus mais avec des taches noires dessus. Ah mais qu'est-ce que tu veux? Alors là j'ai retrouvé la parole et je lui ai dit, le gardien il m'a dit que c'était d'accord. J'ai amené un papier. Ma mère est malade. Ah, c'est pour ta vieille. Ah bah ça va lui faire du bien. Ah, je t'assure, Pio, t'as pas à avoir peur. Tu verras, elle va trotter comme un lapin bientôt. Tiens, regarde. Il m'a pris par le bras, puis il m'a rapproché. Rapproché de ce qui était devenu une sorte de scène en miniature. Une scène sans tourbillon. Mais la scène comme quand on allait la voir et qu'on savait qu'elle était en crue. Que la crue commençait. Que lentement sur la berge, on voyait les troncs d'arbres descendre. Alors le sang me donnait la même sensation, la même impression. Son niveau montait. Les 4 bourrins devaient se vider. Il a incliné la petite bouteille, en la faisant rentrer un peu dedans. Il tenait sa main, un peu au-dessus, avec le pouce et l'index qui barbotaient dedans. Il l'a rempli, puis il m'a fait remarquer que j'avais pas de bouchon. Alors il a cherché dans ses poches, et puis il m'a dit « Attends, tiens la bouteille ». Alors j'arrivais pas à décoller mes mains, de le long de ma culotte. Il m'a dit « Prends la bouteille, quoi. J'ai pas de temps à perdre. Tu sais, ici on s'amuse pas. Allez, Pio, prends la bouteille. N'aie pas peur, c'est presque froid. Puis t'as pas à voir les jetons, t'as déjà vu du sang. T'as déjà vu du sang. Et quand il est parti, j'entendais encore « T'as déjà vu du sang, t'as déjà vu du sang, t'as déjà vu du sang ». Et lui, quand il marchait, ses pieds, ça faisait « T'as déjà vu du sang ». Et j'ai regardé un petit peu les chevaux là-bas. J'avais presque envie de me dire aussi « T'as déjà vu du sang ». Et la petite bouteille dans ma main, elle devenait un peu tiède. Et il y avait du sang autour. J'ai essayé d'écarter un doigt, un deuxième doigt, et déjà ça collait. Le loup Chébem, il est revenu. Il avait trouvé ce qu'il fallait. Alors il a tapé sur le bouchon. Puis comme il a vu que j'avais du sang sur les mains, il m'a tendu son tablier. Puis il m'a dit « Allez, mets tes petites menottes là-dessus ». Alors j'ai essuyé en les tournant
d'un côté puis de l'autre. Puis il a fait très propre la bouteille, bien astiquée. Il m'a dit alors à demain, Mtio. Puis il m'a dit demain, je t'y ferai goûter. Et alors, on était là, 7-8 types, assis. On avait bouffé des patates que des gars plus loin que nous, dans le milieu de la forêt, avaient fait cuire. Ils avaient créé un petit réseau de ravitaillement. Nous, on ne devait rien fait cuire. On ne devait pas bouger. On était, disons, un peu en avant-poste. Pas de préparation ni rien. On s'était seulement renseigné si on savait se servir de ça. On n'avait jamais tiré. Alors Michel, quand il a eu fini, il a poussé le vieux dans l'autre direction. Et le vieux, il a regardé le petit groupe qui était là par terre. Puis il a dit, bon ben, les miens, vous les gars, il m'en faudrait 2. Lavry, comme une flèche, il a bondi, il a dit, moi je marche et tu viens. Je me suis levé et, un peu surpris, moi aussi comme une flèche. Peut-être une drôle de flèche qui partait pas tout à fait dans la bonne direction. Il a dit venez. On s'est écarté du groupe et il s'est mis à parler à voix très basse. Lequel des deux veut venir avec moi le premier? Alors j'avais plus envie de me séparer de Lavry. J'ai dit mais on reste pas tous les deux, t'as dit 2. Il a dit oui, j'ai dit 2, mais il va falloir se relayer. Alors Lavry a dit ben moi je suis le premier. J'ai voulu renchérir, j'ai dit non pas toi, moi. J'ai pas cru que le vieux allait dire ben non, puisque lui il a dit le premier, ben c'est lui quoi. Non, il a respecté ça. Il m'a dit bon bah c'est toi Fredo. Tu vas me suivre, on va suivre Michel. Je vais te montrer ce qu'il y a à faire. C'est pas sorcier. Je réussissais pas à trembler, je réussissais pas non plus à avaler ma salive. J'avais un bourdonnement dans les oreilles, c'était quelque chose de terrible. 10 trains auraient fait moins de bruit. Dans ma tête, je suppose que tout se retournait. Mes guiboles, c'était devenu 2 bouts de bois. Je marchais comme si j'étais un paralysé derrière lui. Alors il a senti un peu ça et il m'a dit non, faut pas voir les jetons, c'est pas ce que tu crois. Ah, j'ai trouvé le courage de lui dire, avec une voix toute cassée, très basse, difficilement perceptible, ah, je sais ce que c'est. Il me dit ça, je te fous mon billet, tu sais pas ce que c'est. Et puis on se retrouvait près de Michel, qui lui a dit en route, et marchait en tête. Le vieux derrière et moi pour terminer. Chacun avait son bordel dans la main. Moi aussi. Au fur et à mesure que je marchais, je me dérouillais. Mes bouts de bois comme guiboles s'articulaient. Et avec les locomotives qui continuaient à siffler, à brailler, à cracher des litres et des litres de vapeur. J'étais en feu. On a marché peut-être 1 kilomètre, peut-être 2 kilomètres. Je ne pouvais plus mesurer. Je me servais plus de mes jambes pour apprécier les distances. Je revoyais un peu la bouteille de sang. J'avais jamais pu repenser à ça. À un moment donné, ça s'est arrêté. Michel, il a regardé le vieux. Il lui a dit 2-3 mots. Et puis, ils m'ont fait signe d'attendre. Alors, je suis resté là planté. Je les ai vus partir et s'arrêter quelques mètres plus loin. Ils regardaient par terre. Ils ont hoché la tête tous les deux. C'était le soir. Michel s'est écarté. Le vieux m'a dit « Approche ». Je me suis retrouvé tout contre lui. Puis il m'a dit « Regarde par terre ». J'ai regardé, j'ai vu sans voir. Il y avait pas un cheval, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à un cheval. Mais le boucher était parti. Et en l'espace de quelques secondes, j'ai reçu l'ordre. C'est-à-dire que je devais rester là, à côté. Ma nuit, il risquait rien de venir. Tu n'as pas à voir les jetons.
Je t'ai amené 2-3 gâteaux pour les bouffer. C'était de ces gâteaux vitaminés qu'on touchait de temps en temps à l'usine, pour les moins de 18 ans. J'en avais bouffé. Il m'a dit, tu vas sucer ça, toutes les 2-3 heures, la nuit elle passera mieux. Puis tu penses à rien, tu te questionnes pas, tu restes à côté d'elle. Puis il m'a serré la main, il s'est taillé. Alors, j'ai rien retenu de tout ce qu'il a dit. Sauf les gâteaux que j'avais dans la main et dans l'autre j'avais retrouvé mon pétard. Mais j'avais rien retenu d'autre que elle. T'es curieux comme depuis quelque temps, je m'accrochais à certains mots. Sans doute depuis très longtemps. Pendant des heures j'avais un mot qui tournait, mais je m'en occupais pas et je le laissais faire. Mais depuis quelque temps, je pouvais pas dévisser. Il y avait un mot, 2 mots, 3 mots, pas tout à fait une phrase. Quelque chose de coupé, tranché, brusquement entre la tête et la queue, comme un ver de terre, et qui se mettait à vivre très indépendamment, dans mon cigare et sans doute un peu sous ma peau. Et elle a fait exactement pareil. Elle tournait. E2L, E. Puis ensuite E-L-E. Et sans doute E-L. Et pour terminer, même plus le E, même plus le L. Tout simplement une petite boule. J'ai pas pu regarder, et comme la nuit tombait, ça facilitait les choses. J'ai pas senti le froid qui venait. J'ai pas non plus senti le sommeil. J'avais pas sommeil. J'étais resté figé, debout, très droit, au pied d'elle, dans elle, sans trop comprendre ce que j'étais en train de veiller. Et très machinalement, j'ai bouffé mes gâteaux, sans les espacer de 2 ou 3 heures. J'en aurais été incapable. Je les ai mâchonnés et sans les avaler. Le matin est venu, il m'a surpris. Il m'a surpris en même temps que les pas que j'ai entendus. Des types marchaient sans précaution. Je les ai vus arriver, ils étaient 2, c'était le vieux et la vrille. Le vieux et la vrille qui chuchotaient. Le vieux m'a serré la main, la vrille aussi. Le vieux connaissait elle. La vrille, il l'a découverte beaucoup plus rapidement que moi. C'est en le voyant la regarder que je l'ai vue. Oui, elle, c'était une femme. Une femme dont je voyais pas la tête. Je voyais le derrière de la tête. Pas les yeux, pas la bouche, pas le nez. À peine une oreille. Et derrière l'oreille, il y avait une boursouflure. Pas un trou, une boursouflure, une grosse cloque. D'un brun très foncé. Le corps légèrement recroquevillé, les jambes entr'ouvertes, la jupe retroussée. Un sac au-dessus de la tête, devant dans l'herbe, à peine entrouvert. J'ai vu tout ça. Et le vieux a dit à la vrille, tu fais ce qu'il a fait, seulement il s'est tapé le plus mauvais boulot, il est resté toute sa nuit. Fatigué, j'ai fait signe non de la tête. Alors, la relève, puis la phrase à midi. Tu vas aller te reposer, tu vas roupiller, tu vas bouffer un peu. Il y a des patates chaudes là-bas. Alors maintenant tu connais le chemin. Tu vas le refaire, tu vas prendre 2-3 repères, c'est plus la peine que je t'accompagne. Puis la vrille pareil. Alors c'est la vrille qui soir il va se taper la nuit. Puis demain on verra ce qu'on fait. Vous posez pas de questions. La vrille ne se posait pas de questions, ne s'en était jamais posé, il s'en poserait pas là. J'y ai à peine touché la main, j'ai fait demi-tour. Je l'ai vu qui s'asseyait. On n'avait pas fait 10 mètres, qu'il donnait un petit coup de sifflet, qui avalait dans notre direction, et puis demandait au vieux, on peut bombarder? Alors il lui a dit oui, en faisant bouger la main. Et sans attendre de nous avoir tourné le dos, ni même de nous laisser partir,
Il avait foutu sa mitraillette sous le bras et dans ses poches il fouillait, sortait son tabac, d'une autre main une feuille de papier. Il roulait ça très tranquillement, en la léchant, puis en me faisant son clin d'œil et en tordant la gueule sur le côté. Je suis revenu au camp. Les autres gars étaient partis. J'allais passer ma matinée à côté du vieux. Je me suis allongé dans la paille, me suis mis à trembler. Alors sans doute que c'était quelque chose de connu, ou en tous les cas de prévisible, parce que le vieux, il a mis sa main sur ma poitrine, puis il m'a dit, il faut se calmer, hein. C'est normal, c'est la réaction. Tu l'as retourné? Je lui ai dit, non, j'ai rien touché. T'es resté tranquille? Alors j'ai dit oui, je suis resté tranquille. J'ai dit, faut pas se poser de questions. Alors il a répété, faut pas se poser de questions. On va arranger ça au plus tard demain. Il n'y en aura pas pour longtemps, puis c'est quand même mieux de veiller un cadavre que de l'avoir flingué. Alors j'ai dit oui. Il m'avait tendu un piège. Puis il m'a dit non. Il m'a dit, un cadavre, c'est un cadavre. C'est con parce qu'il faut le garder en ce moment, mais normalement on ne devrait pas s'emmerder avec ça. J'ai pas insisté. Midi est arrivé sans que je m'en aperçoive. Alors il m'a donné un petit coup dans les pieds. Puis il m'a dit, ça y est, c'est l'heure, faut y aller. Alors je me suis débiné. Il y avait un tout petit endroit à traverser en terrain libre. J'ai fait ça à toute pompe. Je commençais à voir le métier qui rentrait dans le corps. Mais entre le corps et la cervelle, il devait y avoir là, à nouveau, un mur. J'ai retrouvé la vrille. Je dirais pas très détendu, je dirais autre chose que ça, presque joyeux. Il avait fait ce que j'avais pas fait, il l'avait retourné, maintenant il était sur le dos. Il m'a dit, toi, tu la retourneras ce soir si Michel ou le vieux t'accompagne. J'ai voulu voir ce qu'il y avait, j'ai fouillé dans le sac. Bon, il n'y a rien, il y a un poudrier, quoi, ça devait être une belle gosse. Alors j'ai vu sa face. Puis je lui ai dit, taille-toi. Il m'a dit, non, je vais rester un petit brin avec toi. Je dis, non, on va roupiller, t'es fatigué? Il m'a dit, pas du tout. Pas fatigué, c'est vraiment pas crevant, c'est seulement un peu con, quoi. Garder un macabre. Alors je lui ai dit, t'aimes mieux garder un macabre ou... Oh, ben me dire un macabre, c'est pas marrant. Alors il avait la bonne réaction, lui. Puis il s'est taillé. Moi je suis resté là, donc tout seul dans ma petite plaie. Je revenais assez souvent avec mes yeux pour regarder sa tête. Le sang, la gueule légèrement entr'ouverte. Elle faisait ce que j'ai appris après à appeler un rictus. C'était une grimace qu'elle nous laissait. Et je ne pouvais pas rester sans me poser de questions. Il n'y a rien eu à faire. Ça s'est mis en route et j'ai retrouvé très rapidement mon rythme. La petite vitesse que j'avais acquis. La veille ou l'avant-veille, je commençais à perdre un petit peu les notions du temps. Je me suis mis à galoper exactement comme s'il y avait des mines autour de moi. Avec le rictus, puis quelques oiseaux qui passaient, sans doute un corbeau qui s'est mis à gueuler. Alors j'ai cru que je voyais ses lèvres bouger. Mais ça bougeait en faisant croix, croix. Après les croix, croix, ça a été des wah wah. Puis après les wah wah, ça a été des cuit cuit. Puis les cuit cuit, les wah wah, les croix croix, ça... Alors ça s'est mis vachement à me traverser là, d'une oreille à l'autre avec des locomotives, avec des cris. Des cris de gosses, comme si j'avais eu des gosses de 1 an qui braillaient, d'autres de 5 ans qui hurlaient. Puis les cris de la vieille qui revenaient d'un seul coup, et puis tout le monde entier qui s'est mis à gueuler. Oh, je regardais bien, je descendais un tout petit peu, je réussissais à suivre les formes du corps, d'un corps qui de plus en plus se disloquait.